J'en arrive, et c'est ma slide numéro 9, aux mesures de protection dans le cadre civil. Alors, civil, oui, mais nous avons quand même l'intervention du procureur, donc c'est un peu mixte, mais c'est cette fameuse, et c'est ma slide numéro 10, ordonnance de protection qui est mise à la disposition des victimes, et je viens en parler aujourd'hui parce que vous ne le savez peut-être pas, mais cette ordonnance de protection a connu une nouvelle réforme en juin 2024 avec la loi renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate avec des nouvelles modifications et un nouveau dispositif. Donc, qu'est-ce que l'ordonnance de protection? En cas de danger pour la victime de violence et ses enfants, on peut demander au juge aux affaires familiales d'obtenir une ordonnance de protection. Bien évidemment, là encore, il va falloir fournir tous les justificatifs des violences, main courante, plainte, certificats médicaux, photographie des blessures, échange de SMS. Et là, c'est là où on est un peu sur du mix parce que les magistrats, à une dernière audience auquel j'ai assisté, a accepté d'entendre les enregistrements faits par la victime pour pouvoir se fonder sa propre opinion alors que l'auteur n'était pas prévenu. Donc effectivement, elle a entendu les vidéos qui avaient été faites et les enregistrements qui avaient été faits. Donc là, effectivement, on est un petit peu dans une procédure mixte. Préalablement à l'audience, le procureur va donner son avis, un avis sur la délivrance de l'ordonnance de protection et la décision doit être rendue dans les 6 jours à compter de la fixation de la date d'audience. Ça va très vite, hein, c'est-à-dire qu'on dépose son dossier en matière de demande d'ordonnance de protection et dans la semaine, on a l'audience et la décision qui vont être rendus. Donc, il faut être prêt et là-dessus, bien évidemment, les mesures possibles sont citées à l'article 515-11 du Code civil. Alors, je vous invite à aller le regarder, mais ça peut être effectivement l'interdiction pour l'auteur des violences de s'approcher de la victime, de son lieu d'habitation, de son lieu de travail. Ça peut être aussi une interdiction de port d'armes, ça peut être aussi une proposition de prise en charge sanitaire. Et là encore, le juge saisi de l'ordonnance de protection va prendre des mesures pour protéger la victime, mais également des mesures concernant les enfants. Et c'est là où on peut faire effectivement des demandes concernant les enfants. Là-dessus, les mesures qui étaient auparavant d'une durée de 6 mois ont été prolongées pour atteindre la durée de 12 mois. 12 mois, c'est long, mais ça peut être aussi primordial compte tenu du rallongement des procédures judiciaires, puisque vous l'avez bien compris, l'ordonnance de protection, on agit en urgence, dans l'urgence. C'est une mesure temporaire qui n'a pas vocation à perdurer dans la durée. C'est pour protéger la victime et donc en parallèle, il va falloir saisir le juge au fond pour pouvoir obtenir une décision au fond et qui ne sera pas illimitée dans le temps, qui sera définitive ou en tout cas qui pourra être modifiée uniquement s'il y a un appel ou si il y a des éléments nouveaux concernant les enfants. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ordonnance de protection n'a pas vocation à perdurer dans le temps. Elle est là pour protéger en urgence. Il faut saisir le juge au fond. Bien évidemment, et c'est ma slide numéro 11, quand vous faites cette demande d'ordonnance de protection, vous avez des mécanismes qui vont se mettre en place, j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous avez la possibilité effectivement de vous faire accompagner par des associations spécialisées pour trouver un logement ou pour vous aider. Vous pouvez aussi dans ce cadre-là, débloquer votre épargne salariale. Il y a des conditions pour débloquer l'épargne salariale. Les violences conjugales en font partie et vous pouvez obtenir une aide financière. Là-dessus, je vous en parlerai tout à l'heure, comme des facilités de paiement de caution ou de premier loyer qui peuvent être octroyées. Et vous avez cette aide qui peut être accordée par la CAF. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Ce qui a changé dans le cadre de cette nouvelle procédure, c'est l'ordonnance provisoire de protection immédiate, c'est-à-dire que on est dans le cadre d'une ordonnance de protection,
tout doit être fait dans l'urgence, on a la décision dans les 6 jours, c'est très rapide, vous me direz, mais en réalité, quand on est victime de violence, qu'on a l'auteur en face de nous qui va être informé de la procédure, qu'on peut être encore sous le même toit, qu'on n'a pas forcément réussi à se protéger, je peux vous assurer que même 24 ou 48 heures, ça peut paraître une éternité. Donc là, nouveau dispositif, on a la possibilité, à l'intérieur de cette ordonnance de protection, une possibilité donnée par le procureur de solliciter l'ordonnance provisoire de protection immédiate qui va en fait être faite entre la demande de l'ordonnance et l'audience et la décision d'ordonnance, c'est-à-dire dans les 24 heures à compter de la demande. Bien évidemment, la personne qui demande l'ordonnance de protection doit donner son accord pour cette mesure de protection immédiate. Alors, moi, je fais partie d'un groupe de confrères pour la défense des victimes de violences conjugales. Pour l'instant, personne n'a encore eu affaire à cette ordonnance, puisqu'elle est à l'initiative du parquet et que pour l'instant, vu que les délais sont plutôt respectés, pour l'instant, moi, j'en ai pas eu encore d'ordonnance de protection immédiate, mais en tout cas, elle existe. Dans le cadre des mesures de protection qui peuvent être mises en place, et là, c'est quelque chose qui date maintenant, mais qui nous sert énormément, et c'est ma slide numéro 12, c'est la remise d'un téléphone grand danger. Cette remise du téléphone grand danger, elle est attribuée par le procureur de la République dans des cas de danger grave et imminent, lorsque l'auteur des victimes des violences n'a par exemple pas encore été arrêté ou n'a pas encore été jugé, mais en tout cas, elle permet à la victime d'avoir un TGD, ce qu'on appelle, qui permet effectivement de contacter directement une plateforme spécialisée. Elle peut aussi, elle a une touche dédiée permettant à la victime de joindre très très vite un service de téléassistance et bien évidemment la plateforme alertera la police ou la gendarmerie si nécessaire. Et si la victime le souhaite, elle peut être géolocalisée dans le cadre de cette mesure, qui est pour une durée limitée mais renouvelable, pour effectivement être rassuré dans le cadre des violences. Nous avons, et c'est ma slide numéro 13, également le bracelet anti-rapprochement. Donc là, comme son nom l'indique, c'est un bracelet qui va empêcher le contact physique, puisque une alerte va se déclencher lorsque l'auteur se rapproche. Alors, la problématique, c'est que elle permet de géolocaliser l'auteur et la victime, mais la distance d'alerte, elle ne peut pas être inférieure à 1 km sans pouvoir dépasser 10 km. Donc le problème, c'est que dans certaines régions, ça ne peut pas trouver à s'appliquer, notamment par exemple en région parisienne où on va préférer le TGD au bracelet anti-rapprochement vu les courtes distances qui peuvent exister. La décision doit être prise par le juge et elle est pareil prise pour 6 mois renouvelables, mais elle ne doit pas dépasser 2 ans. On a, et c'est ma slide numéro 14, et c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, notamment dans le cadre des cyberviolences et du cyberharcèlement, on a ce qu'on appelle le dispositif Verifone, qui est en place pour lutter contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Vous avez une tablette avec un QR code à scanner pour vérifier si votre téléphone est surveillé ou infecté par un logiciel espion. À Paris, on a ça depuis juillet 2022 au bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire de Paris. Ça vous permet d'avoir un rapport d'analyse. Je crois que c'est en train d'évoluer et qu'on a ça, alors moins rapidement, mais qu'on peut l'avoir dans certains services de gendarmerie ou de police. Ce dispositif permet effectivement de vérifier s'il y a un logiciel espion dans le téléphone. Par contre, il ne permet pas de vérifier s'il y en a eu un. À partir du moment où il n'y a plus le logiciel espion dans le téléphone, le dispositif ne permettra pas de le savoir, mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir des éléments et de pouvoir nourrir son dossier tant au civil qu'au pénal. Aujourd'hui en France, on est quand même dans des mesures de plus en plus drastiques pour lutter contre les violences conjugales. Les faits divers parlent d'eux-mêmes et le gouvernement a pris la mesure
hein, de la gravité de cela. On est dans une optique d'aller de plus en plus vers la prévention. Et c'est ma slide numéro 15. Depuis le 18 mars 2024, on a la protection de l'enfant du couple, parce qu'on a pu entendre très souvent un mauvais mari n'est pas forcément un mauvais père, et c'est pas parce qu'il bat sa femme qu'il est un mauvais père. Alors non. Aujourd'hui, les tribunaux en reviennent et on part du principe effectivement que lorsque un père ou une mère commet des violences devant les enfants sur l'autre parent, l'enfant, par ricochet, subit des violences conjugales. Et donc, effectivement, des dispositions ont été prises, puisque maintenant, en cas de poursuite pour crime, il y a suspension de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement jusqu'à une décision du JAP ou à une décision du juge d'instruction ou jusqu'à la décision pénale. Dans ce cas-là, c'est effectivement, en cas de condamnation pour crime, une obligation d'ordonner le retrait de l'autorité parentale ou le retrait partiel ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Encore une fois, il s'agit de protéger la victime de violences conjugales, parce qu'on part du principe effectivement que lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales, les victimes ne peuvent pas exercer sur un pied d'égalité l'autorité parentale, et que c'est aussi une porte ouverte finalement pour l'auteur de continuer ses violences via l'exercice commun de l'autorité parentale. Donc les mœurs ont quand même beaucoup évolué. Par contre, pour une condamnation à un délit, on est dans le cadre d'une possibilité laissée à la juridiction et non pas à une obligation comme en matière de crime. Mais là encore, on est quand même dans une évolution très importante, excusez-moi pour la liaison, très importante, et effectivement, on est là-dessus sur quelque chose qui peut permettre effectivement d'apaiser la victime de manière réelle, en présence d'enfants en tout cas. Donc, on est sur la protection de l'enfant du couple. On a eu, via aussi une nouvelle loi, et c'est ma slide numéro 16, et ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, la procédure de demande de l'aide universelle d'urgence, qui date là aussi de manière récente de 2024. Donc, c'est une aide d'urgence qui peut être attribuée par la CAF ou la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole. Et donc, du coup, là-dessus, ça permet en fait à la victime de violences conjugales, qui serait victime aussi de violences économiques et n'ayant aucun sou pour pouvoir faire ses démarches et déménager et avancer, d'obtenir une aide d'urgence. Alors là aussi, il y a des conditions pour bénéficier de l'aide universelle d'urgence. Bien évidemment, il faut rapporter la preuve que vous avez subi des violences de la part du conjoint, concubin ou partenaire, qu'il y ait eu un dépôt de plainte. Alors, bien évidemment, là-dessus, c'est la CAF qui apprécie souverainement les preuves qui sont apportées. Vous devez justifier aussi de votre situation financière pour savoir si cette aide va être attribuée sous forme d'une aide remboursable ou non remboursable. Là encore, les modalités de remboursement sont dans ma fiche que je transmettrai. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a effectivement des paliers de ressources pour savoir si l'aide est remboursable ou pas. Et si vous devez rembourser, bien évidemment, cela peut se faire sous forme de mensualité. La dernière chose que je voulais vous dire dans le cadre de ces violences conjugales, et dans le sens, encore une fois, de l'évolution de la loi et des mœurs sur la gravité des violences conjugales, c'est ma slide 17 et j'en terminerai par là. Après, je resterai à votre disposition pour vos questions. La loi du 31 mai 2024 a permis une déchéance automatique, alors pour certains faits bien évidemment, des avantages liés au contrat de mariage. Alors bien évidemment, déchéance automatique pour un époux condamné pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux, ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner. Là, on a une perte automatique, et vous avez une déchéance qui peut être prononcée par le tribunal si la victime en fait la demande, ou si ses héritiers
en font la demande. Donc bien évidemment, on a une perte des avantages liés au régime matrimonial en cas de condamnation à des actes de torture, actes de barbarie, violence volontaire, viol, agression sexuelle envers son conjoint, abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité physique de son conjoint qui est décédé. Donc bien évidemment, là encore une fois, nous avons, comme je vous l'ai dit, d'échéance automatique pour certains faits, ou qui doit être prononcé par le tribunal et donc demandé par la victime ou ses héritiers dans d'autres cas. Et là, la demande doit être faite dans un délai de 6 mois à compter soit du divorce, soit du décès si l'époux a été violent et a été condamné antérieurement, soit du jugement de condamnation si le décès est intervenu postérieurement. Donc là encore, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va effectivement vers une vraie prise de considération de la gravité des violences conjugales, une vraie prise en considération des victimes. Moi, je vois l'évolution dans le cadre des ordonnances de protection, dans le cadre effectivement de la gravité des conséquences sur ces violences conjugales, de la prise en compte de la gravité des violences conjugales, que ce soit auprès du juge aux affaires familiales ou du procureur de la République. Les choses sont de moins en moins laissées sans poursuite et je m'en félicite. Donc effectivement, aujourd'hui, intervenant dans le cadre des violences conjugales, j'ai vraiment vu l'évolution tant de la loi que de la pratique. Aujourd'hui, on obtient quand même plus facilement une ordonnance de protection qu'avant, avec le soutien également du procureur de la République, ce qu'on avait vraiment pas beaucoup au début de la mesure et au début de cette ordonnance de protection. L'évolution pouvant effectivement être de plus en plus remarquée. Moi, je vois le point d'évolution avec effectivement le Covid. Il y a un avant et après 2020. On le voit en tout cas au niveau des tribunaux et moi, je m'en félicite naturellement. Maintenant, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce que j'ai pu effectivement dire.